Alors, deuxième chose, on doit déterminer le morphotype. Donc, je sais que vous connaissez ça du morphotype, c'est juste un rappel. Donc, le morphotype, il me permet d'avoir une idée sur son métabolisme, parce que le morphotype, il joue un rôle essentiel pour comprendre la vitesse de digestion de l'athlète et aussi son métabolisme. Est-ce qu'il produit de l'énergie rapidement? Est-ce qu'il gagne du poids rapidement? Est-ce qu'il ne gagne pas du poids rapidement? Est-ce qu'il gagne des muscles rapidement? Donc, il faut absolument déterminer le morphotype. Alors, la morphologie, ou bien le morphotype, on a trois types. On a l'ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. On va détailler. Donc, le type ectomorphe, donc la détermination du morphotype, il est essentiel pour élaborer le programme nutritionnel. Oui, mais en parallèle, il est aussi essentiel pour les athlètes et pour les coachs. Pourquoi? Parce que généralement, ça va vous permettre de la sélection des talents, etc. C'est-à-dire la détection des talents. Parce que peut-être je vais choisir par exemple un athlète, je vais l'encourager pour faire du badminton, ou bien faire du judo, ou bien l'athlétisme, etc. Mais sans prendre en considération au niveau de son morphotype. Donc peut-être il ne va jamais arriver à la performance dans le sport choisi parce qu'on n'a pas pris en considération le morphotype. Aussi pour l'alimentation. Si on ne prend pas en considération la nature du morphotype, impossible que le programme alimentaire donnera de résultats parce que Aslan, je n'ai pas pris en considération pas mal de variables. Parmi ces variables-là, le morphotype. Alors, le premier morphotype, c'est l'ectomorphe. L'ectomorphe, هما دوك الناس الضعافين اللي كيقول لك واحد الجمله مشهورين بها حنا كناكلوا ما كنغلطوش. Donc, généralement, هادو كيكون عندهم des traits ou bien des signes qui vont nous permettre de les détecter rapidement. أول حاجه نبداو بها, c'est l'allure. Donc, le visage qui compte triangulaire, épaules et bassin étroit, membres lents, ossature fine. Mais ce qui m'intéresse en tant que nutritionniste, et ce que j'ai mis en rouge, c'est la digestion qui est rapide. Donc, ces personnes-là, ils ont une digestion rapide génétiquement. Ça veut dire quoi génétiquement? C'est-à-dire de nature, ils ont, selon leur ADN, donc, ils ont une capacité de digérer rapidement les aliments. Donc, tant qu'ils digèrent rapidement, ils brûlent rapidement, ils dépensent l'énergie rapidement. C'est pour cette raison qu'ils ne gagnent pas du poids rapidement. C'est pour cette raison leur programme alimentaire il doit être adapté à leur situation. Alors, le tempérament, qui est agité et nerveux, c'est tout à fait normal. Pourquoi agité? Parce qu'ils dépensent plus d'énergie. Donc, ils ont plus d'énergie que la normale, ils produisent plus d'énergie que la normale, ils vont être agités. Donc, ils vont dépenser encore plus de l'énergie. Tant qu'ils sont agités, il y a plus d'activité physique, plus de dépenses énergétiques. Les points forts et les points faibles. Donc, faible taux de graisse, ils gagnent de la graisse difficilement. Ça, c'est une qualité pour eux. Et bonne souplesse. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, les membres ils sont lents. Donc, la souplesse, elle est plus ou moins génétiquement, ils sont prédisposés génétiquement pour avoir une bonne souplesse. Les inconvénients, difficulté à prendre des muscles. Pourquoi ils ont une difficulté à prendre des muscles? Parce que normalement, ils gaspillent énormément d'énergie. C'est-à-dire qu'ils peuvent gaspiller leurs réserves en glucogène et le corps, il va passer pour dégrader les muscles et dégrader les protéines qui forment les fibres musculaires pour produire de l'énergie. Et par la suite, ils ne vont pas gagner de muscles rapidement. C'est pour cette raison, ça, c'est une deuxième information pour les ectomorphes que le nutritionniste doit prendre en considération dans l'élaboration du programme alimentaire. C'est pour cette raison qu'on pourra augmenter un petit peu la ration en protéines, c'est-à-dire la quantité de protéines que le lectomorphe doit prendre, il va être un peu plus élevé que chez les personnes normaux ou bien chez les autres morphotypes. Alors, les aptitudes. Pour la détection, la prédisposition, les ectomorphes, ils ont une prédiction ou bien prédisposition au sport d'endurance. Donc, ils peuvent atteindre certains niveaux de performance dans les sports d'endurance, mais ils ont une difficulté à s'exprimer dans les sports de force. Les sports de force parce qu'ils ont une faible ossature. Quand on parle d'ossature, la faible ossature, ça ne donne pas assez de force. Et en parallèle, la faible masse musculaire. Ça, c'est pour les ectomorphes. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre ou bien non. Il y a que moi qui nous aime. Est-ce que vous m'entendez d'abord? C'est là? Parfait, alors donc je reçois les messages. Donc merci à vous, parce que c'est tellement difficile de parler. Oui. Parce que c'est tellement difficile de parler avec un écran sur l'interaction.
Alors, Impeccable, impeccable. Allah yabarak fikoum. Donc, on continue. Donc, le deuxième type, c'est le mésomorphe. Donc, le mésomorphe, pardon. Donc, le mésomorphe, l'allure, c'est-à-dire comment le détecter. Pour moi, le mésomorphe, il est le morphotype l'idéal pour moi et pour l'ensemble des entraîneurs. Pourquoi? Parce que c'est le cas normal. S'il s'entraîne, il gagne du muscle. S'il mange bien, il ne va pas gagner du poids. S'il ne mange pas bien, il va gagner de graisse. Donc, c'est le cas normal. Il est ترينا مزيان، il est تدرب مزيان كيوصل لا بيرفورمانس، ما تدربش ما كيوصلش. كلا مزيان كيغلاب، كلا بزاف كيغلاب، ما كلاش بزاف كيضعف. Donc, c'est le cas normal. Il est facilement manipulable. Alors, l'allure, comment le détecter? Il a un visage carré ou rectangulaire. Le corps et les muscles, et génétiquement, on arrive à voir qu'il a des muscles plus que la normale, épaules plus larges que le bassin, donc il faut le bassin. Les membres, ils sont longs. L'ossature, elle est solide, donc l'ossature, elle est solide. La tension artérielle, elle est faible. Et la digestion, elle est normale. Ça dit quoi, la digestion, elle est normale? Donc, la digestion, il prend le temps normal d'une personne. C'est-à-dire que c'est la personne qu'on considère normale. Par exemple, la caséine, qui est la protéine du lait, chez le mésomorphe, il pourra prendre 6 heures de digestion. Pour l'ectomorphe, il pourra prendre 3 heures. Pour le mésomorphe, ça pourra prendre plus de temps. Alors, le tempérament, comment il est ce mésomorphe? Il a un caractère volontaire et autoritaire. C'est l'aspect psychologique, social, etc. Donc, pour les points forts et les points faibles. Donc, il a une constitution solide et tonicité musculaire. Donc, il est fort, solide, et il a une tonicité musculaire. Donc, ses muscles sont bien tonifiés, etc. L'inconvénient, il a une faible souplesse naturelle. C'est tout à fait normal. Sa masse musculaire est plus développée, donc ça pourra nuire un petit peu à la souplesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il pourra s'adapter grâce à un programme d'entraînement, etc., pour augmenter sa qualité de souplesse, etc. Et finalement, les aptitudes. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pourra faire de façon meilleure? C'est l'amélioration des qualités physiques plutôt essayées. Donc, le mésomorphe, avec des entraîneurs, il pourra développer l'endurance, la vitesse, la force, la souplesse, l'adresse, etc., sans aucun problème. Il pourra développer l'ensemble des qualités physiques sans problème. Et il est prédisposé pour les sports de force en général. Donc, si les sports de combat, par exemple, le judo, l'haltérophilie, la musculation, etc., le bodybuilding, etc. Donc, il est prédisposé pour faire une performance rapidement. Mais l'inconvénient, il est moins à l'aise dans les sports d'endurance. C'est tout à fait normal parce que son corps, il va le limiter, il va le bloquer à cause du poids, à cause des muscles, etc. Le dernier, c'est le type endomorphe. Donc, normalement, l'endomorphe, on ne va pas dire que c'est le pire, mais généralement, c'est le pire dans les sports d'endurance. Donc, chaque morphotype, il a des préférences. C'est pour cette raison, l'entraîneur, bien le préparateur physique, il doit prendre ça en considération dans la détection. Parce que sinon, on va commencer à donner des entraînements pour des gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont incapables de développer certaines qualités. Donc, il va faire plus de travail, plus de risques de blessures, plus de risques de surentraînement, avec une chance, avec une marge d'atteinte de la performance qui est vraiment très limitée. C'est pour cette raison, le morphotype est essentiel. Alors, comment le détecter? Il a un visage arrondi, ou j'en dois parce que généralement, qui coule un petit surpoids. Donc, corps et épaules étroits, qui coule membres courts, ossature fine, même qu'il va gagner du poids, l'ossature est fine, tension artérielle normale, et la digestion, le plus grand inconvénient, c'est la digestion lente. Donc, si la digestion elle est lente, automatiquement, il ne va pas produire de l'énergie rapidement, il ne va pas brûler de l'énergie rapidement, et par la suite, il va gagner du poids. Donc, tempérament, il est calme, اللي كيكونوا طبابز شويه فيهم شويه ديال الباك كتلقاهم ils sont calmes non méthodiques etc ما كيتعصبوش ils sont pas nerveux. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent pas assez d'énergie, toute l'énergie reste stockée, etc. Alors les points forts et les points faibles. Facilité de gain de muscle, donc ils gagnent facilement du muscle. Donc généralement ils sont prédisposés dans les sports de force, l'haltérophilie, etc. Le problème, c'est tendance à la prise du poids et des tissus adipeux. Donc, généralement, il arrive à prendre du poids de façon ultra rapide. C'est pour cette raison, pour donner une recommandation par un nutritionniste, pour les endomorphes, c'est tellement compliqué. Pourquoi? Parce que son alimentation, elle doit être vraiment stricte, surtout s'il fait la compétition, ou bien s'il fait des entraînements durs, etc., il va être bloqué selon son poids. C'est pour cette raison, le nutritionniste, il a un rôle vraiment très important
et très difficile avec les endomorphes pour atteindre l'objectif. Alors, les aptitudes et les prédisposés pour faire des sports de force, généralement, tout ce qui est en relation avec la musculation, les inconvénients, le travail d'endurance et la surveillance de l'alimentation indispensable pour régler le taux de graisse. Donc, l'endurance, il n'est pas vraiment endurant. Et aussi, on doit suivre un programme vraiment bien surveillé, bien étroit, bien cadré pour arriver à l'objectif. Alors, pour conclure, pour le morphotype. Donc, le morphotype, c'est quelque chose qui est en relation avec la génétique. Donc, quand on parle de génétique, on parle d'ADN. C'est-à-dire, l'endomorphe, les caractères dont il est caractéristique, c'est-à-dire il est caractérisé par plusieurs facteurs. Ces facteurs-là sont des caractères au niveau de son ADN. Donc, généralement, l'ancienne génétique, c'est-à-dire l'ancienne science, généralement, la science de façon générale, ils disent que la génétique, c'est la science de l'ADN. Et l'ADN, automatiquement, on ne pourra pas le changer. Mais actuellement, il y a quelques années, il y a une nouvelle spécialité scientifique qui s'appelle l'épigénétique et qui disent que la personne elle pourra modifier son ADN. C'est-à-dire, si on fait une activité physique régulière, l'ADN pourra rajouter quelques gènes au niveau de son ADN, automatiquement de qualité physique ou bien de mémoire, de mémorisation, etc. Donc, on pourra changer ça. Alors, même au niveau de le morphotype, on pourra changer cette génétique. Donc, la morphotype est génétique et donc inchangeable dans sa globalité, mais à cause d'un entraînement bien régulier, bien spécifique, bien personnalisé, donc ça, c'est les principes d'entraînement de façon générale, et une alimentation adaptée, stricte, on pourra modifier le. C'est-à-dire, ce n'est pas la génétique, mais on pourra modifier le morphotype. Je vous donne par exemple un exemple. Donc, quand on parle de l'endomorphe, il a un métabolisme de base, un métabolisme très bas. Ça veut dire quoi un métabolisme très bas? C'est-à-dire qu'il ne dépense pas assez d'énergie. Donc, comment on pourrait l'aider pour augmenter son métabolisme de base? C'est-à-dire comment on pourrait l'aider pour le pousser à produire plus d'énergie et dépenser plus d'énergie pour régler le problème de tissu adipeux ou bien de surpoids. Tout simplement, il y a une collaboration entre le nutritionniste et l'entraînement et le coach ou bien le préparateur physique. Lui, il va travailler avec lui tout ce qui est musculation. C'est-à-dire qu'on doit augmenter sa masse musculaire. Parce que plus on augmente sa masse musculaire, plus les dépenses énergétiques de base ils vont augmenter. Ça veut dire quoi? Le métabolisme de base, on va revoir ça par la suite. Le métabolisme de base, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie dépensée au repos. يعني هي كمية الطاقة اللي كيخسر الواحد هو ناعس. حيت كنقولوا au repos هي وانت ناعس. هي أقل كمية ديال الطاقة اللي كيخسر الإنسان هو ناعس. علاش هو ناعس؟ حيت فاش كتكون ناعس juste les organes vitaux qui sont en marche. C'est-à-dire le cœur, les reins, l'estomac, l'appareil respiratoire, système nerveux. يعني غير الأعضاء الحيوية اللي غتخليك حي. Les muscles, كل شيء est relâché. Donc, les dépenses énergétiques, ils sont très minimes. تما كنعبروا لو métabolisme de base. Alors, هاد السيد هذا اللي كيغلط دغيا عنده هاد métabolisme de base ثقيل, يعني il dépense pas assez d'énergie. Donc, pour l'aider, on pourra augmenter sa masse musculaire par l'intermédiaire de la nutrition et par un programme d'entraînement adapté. Une fois on augmente la masse musculaire, pendant son repos, le corps شنو كيولي كيدير؟ automatiquement, le corps qui dit il dépense plus d'énergie pour garder la masse musculaire. La masse musculaire et par la suite, le métabolisme de base qui il dépense plus d'énergie. Il dépense plus d'énergie. Par la suite, s'il dépense plus d'énergie, on va gagner du temps pendant le sommeil parce qu'il va commencer à dépenser avec l'énergie, le surplus d'énergie. Par la suite, il ne va pas gagner du poids. On a changé plus ou moins le morphotype. Dans ton morph, ça devient le mésomorphe. J'espère bien que vous avez pu comprendre. Alors, on revient pour le rôle du nutritionniste. On a déterminé l'IMC, on a déterminé le morphotype, on a évalué le mode de vie, l'entraînabilité et le sommeil. Maintenant, on va passer pour la composition corporelle. J'ai vu quelqu'un qui a posé une question. Donc, les questions, c'est à la fin, s'il vous plaît. Donc, la composition corporelle. On a dit que l'IMC et le morphotype, ils nous donnent une idée approximative de la composition corporelle. Ça veut dire quoi la composition corporelle? Le poids, le misel, il ne donne pas des résultats fiables, pour qu'on soit clair. Parce que le poids ne prend pas en considération la quantité de graisse et la quantité de muscles et la quantité d'eau, la quantité de masse sèche, la dame, etc. Donc, il te donne le poids du corps. Donc, ce poids du corps, il pourra avoir quelques perturbations. Alors, pour être sûr en tant que nutritionniste, pour faire les bonnes recommandations, je dois évaluer la composition corporelle. Je dois avoir une idée sur la composition de l'eau au niveau de son corps, la composition des os, la composition du muscle, le pourcentage des muscles, le pourcentage de graisse, etc. Comme ça, je vais avoir une idée concrète sur
la recommandation que je compte donner. Alors, pour évaluer la composition corporelle, l'évaluation de la composition corporelle, c'est une autre spécialité. Donc, après, on pourra aborder un séminaire sur la mesure de la composition corporelle. Inch'Allah, après le confinement, on pourra se revoir dans une activité qui sera réelle et non pas virtuelle. Je vais ramener avec moi quelques matériels pour faire des tests, etc., pour pouvoir manipuler et voir comment ça marche. Alors, la mesure de la composition corporelle, on a deux méthodes. On a les méthodes directes et les méthodes indirectes. Donc, comme si on parle des tests physiques, s'il y a parmi nous des préparateurs physiques ou bien des coachs, vous savez qu'il y a des méthodes d'évaluation des qualités physiques directes qui vont se faire au laboratoire et des méthodes qui sont indirectes qu'on pourra faire sur le terrain pour déterminer la VMA, VO2 max, etc. On va faire la même chose pour la composition corporelle. La méthode directe, ce sont les méthodes généralement réalisées par un matériel. Généralement, c'est coûteux, mais elles donnent des résultats plus fiables que jamais. C'est des résultats vraiment proches à la réalité. Les méthodes indirectes, ce sont des méthodes conventionnelles. Il y a pas mal de scientifiques qui ont élaboré quelques tests, quelques questionnaires, etc., comme ce qu'on a vu pour le morphotype et l'IMC. L'IMC et le morphotype ne donnent pas des résultats vraiment très exacts, mais ça pourra nous construire une idée concrète. Si on trouve que la personne il a un IMC maigre, donc on cherche son morphotype, on trouve qu'il est ectomorphe, donc c'est logique. Donc il est maigre et il est ectomorphe, donc le résultat il est logique. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de déterminer il est maigre à cause de quoi? Est-ce qu'il a un faible taux de graisse, ou bien un faible taux de muscle, une masse musculaire qui n'est pas assez développée, ou bien il est déshydraté? Donc il faut voir il est où le problème. Alors, parmi les méthodes directes, je vous ai choisi deux méthodes les plus simples et les plus connues. On a la méthode des plis cutanés, peut-être vous la connaissez. Les plis cutanés, c'est très simple. Donc, le pince comme vous voyez sur la photo, le foc, le pince, trois positions. Donc, au niveau des biceps, au niveau des triceps, au niveau sous-scapulaire et au niveau de l'abdomen. Comme ça, on a trois densités. Donc, les densités, quand on a un ensemble de calculs pour nous donner le pourcentage de graisse, le pourcentage d'eau, le pourcentage de masse musculaire. La méthode, elle est plus ou moins fiable, mais elle a une marge d'erreur. Le pince, il a un taux de graisse plus élevé, le pince, كيبرك بزاف دونك كينقص من la densité de la graisse كيبرك عليها donc ما كياخذش les vraies mesures. Donc c'est pour cette raison je vous ai proposé la deuxième méthode, ce qu'on appelle la méthode d'impédancemétrie ou bien la PIA, l'impédance bioélectrique. Donc je la PIA. La PIA c'est un matériel اللي كنشدوا لا تيت on l'allonge كينعس كنحيدوا له كاع ديك لي ميتو يعني الحديد السناس اللي عنده حيت on va passer un courant d'eau وكينعس وكنديروا له deux électrodes comme c'est mentionné. Je vais essayer de voilà. Donc comme c'est mentionné au niveau de l'image, donc on كنلصقوا ليه واحد deux électrodes جوج حديدات وحده في يديه وحده في رجليه لاسا on fait passer un courant d'électricité. Donc le courant d'électricité فاش كيدور فيه automatiquement بحال قلتي on travaille par le principe de la résistance. كلما كانت عندي لا غريس كلما le courant اللي كيخرج faible يعني il a été bloqué. L'appareil il nous fait un calcul pour nous donner une idée sur la composition de graisse. Aussi, si la personne elle est bien hydratée, et la quantité d'eau elle est vraiment très élevée, donc l'eau, on sait que l'eau elle est conductible, qui nous lie l'électricité rapidement, et par la suite on pourra avoir une idée sur le pourcentage de l'eau au niveau du corps. Et par la suite, selon des calculs, quand vous arrivez à voir, je ne sais pas si vous arrivez à zoomer, donc ça nous donne plusieurs informations. Ça nous donne le pourcentage de la masse graisseuse, la masse minérale, etc. Et ça nous donne l'eau extracellulaire, c'est-à-dire l'eau qu'on a à l'extérieur de la cellule, et on a l'eau à l'intérieur de la cellule, c'est le cytoplasme, etc. Où ça nous donne la quantité de protéines, la quantité de graisse. Donc ça nous donne une idée vraiment très détaillée sur la composition corporelle de l'athlète. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, la quatrième chose à faire, il faut déterminer le métabolisme de base. Donc, en se basant sur la méthode de l'impédancemétrie, il y a certaines impédancemètres. Il y a une qui coûte dans les environs de 100 000 dirhams. Donc, elle est moyenne en termes de prix parce qu'il y a qu'elle est là.
Il calcule aussi le métabolisme de base. Comme on a expliqué, c'est du quoi le métabolisme de base? Donc, le métabolisme de base, c'est la quantité, pardon, c'est la quantité d'énergie dépensée au repos. Au repos. Donc, si j'arrive pas à déterminer ça, si je n'ai pas cette information-là, impossible de programmer un programme alimentaire. Impossible. Comment je vais te donner quelque chose à manger? Voilà, je ne sais pas combien tu dépenses. Impossible de savoir ça. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut déterminer le métabolisme de base, qu'on appelle aussi le métabolisme basal. En se basant sur le métabolisme de base, il y a un autre calcul qu'on fait, ou bien que le matériel technologique fait, c'est-à-dire l'outil de l'impédance mètre, il te donne le métabolisme d'activité, c'est-à-dire le métabolisme d'IEL en activité, c'est-à-dire combien tu dépenses de l'énergie en cours d'entraînement physique. C'est pour cette raison qu'il y a un intervalle. Le minimum de dépenses, le maximum de dépenses. Donc, j'ai l'ensemble des informations, j'ai l'ensemble des informations, j'ai l'ensemble des informations pour déterminer un bon programme alimentaire. Donc, voilà le métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base, il va nous permettre d'avoir une idée sur les dépenses énergétiques. Donc, alors, quand on parle de dépenses énergétiques, on parle de métabolisme. On parle de métabolisme de base. Il y a la dépense qui peut arriver entre 60 et 70% de la dépense globale du corps. Parce que si on parle du système nerveux, qui est le centre du commandement de tout le corps, il dépense au repos 20%. Seul, juste le cerveau, il dépense presque 20% de l'énergie globale du corps. Pourquoi? Parce que c'est le centre de commandement, c'est le système nerveux central qui commande l'ensemble des organes, soit l'activité musculaire ou bien l'activité des organes au niveau de tout le corps. On a l'activité physique qui peut augmenter le métabolisme de 20 à 30% et on a aussi la digestion. Pourquoi la digestion? La digestion, je vous fais un petit rappel. Donc, la digestion se fait par la mastication, parce que automatiquement, donc, automatiquement, c'est une activité de la mâchoire. Donc, c'est une activité qui dépense de l'énergie. Tu avales l'alimentation, donc ça va arriver à l'estomac. L'estomac, il fait deux types de digestion. Une digestion mécanique, parce qu'il fait des contractions musculaires. Donc, la contraction musculaire, ça dépense de l'énergie. Et aussi, l'estomac, il est connecté avec des glandes roudaides qui vont produire des enzymes. Donc, dès que le rouded, ou bien donc les glandes, pour qu'ils soient activés pour produire des enzymes, ils ont besoin d'énergie. Après l'estomac, l'alimentation, elle va passer à l'intestin. Donc, l'intestin aussi, il fait le deux fonctions. Il fait la digestion mécanique, c'est-à-dire des contractions, et il fait la digestion chimique par des enzymes. Donc, par la suite, ça dépense de l'énergie. C'est-à-dire, la digestion aussi dépense de l'énergie. Maintenant, je vais partager avec vous euh, une évaluation corporelle de mon corps que je fais en 2014. Je n'ai pas trouvé la mise à jour. Donc, évaluation pour vous donner une idée. Donc, une fois que tu fais l'analyse de composition corporelle par l'impédance bioélectrique, appelée aussi BIA, pour vous rappeler, le document ou bien l'appareil, il te donne un fichier PDF avec l'ensemble des informations sur laquelle tu pourras utiliser pour se baser, pour donner un programme alimentaire. Donc, je vais sortir d'ici, je vais partager un autre document. Voilà. Donc ça, c'est un document élaboré par la technique. J'espère bien que vous arrivez à voir avec moi. Donc voilà, il y a mon nom, prénom. Voilà, il y a mon nom et prénom. Donc on fait entrer l'âge, le sexe, le poids, la taille, l'impédance. Donc l'impédance, c'est lui qui va calculer. Et voilà, il me donne la composition corporelle actuelle. Donc ça me donne quoi? Ça me donne la quantité d'eau, la tolérance grasse, la masse réelle, la masse maigre, etc. Donc la masse maigre, c'est la masse à part la graisse, etc. Donc ça te donne des pourcentages. Par exemple, à cette époque-là, j'étais à 61,4% parce que j'étais athlète, je faisais pas mal d'activités physiques, j'étais très bien hydraté, je suivais un bon programme alimentaire. Donc 61% d'hydratation, ou bien de quantité d'eau corporelle, elle est tellement géniale pour un athlète, pour un effort optimal pour rester en bonne santé. Ici, il te donne une analyse. Pardon. Donc voilà, ceci, il te donne une analyse, besoin d'une mesure précise de la composition corporelle. Il t'explique l'analyse, c'est-à-dire tes résultats, il va les interpréter pour toi. Après, voilà.
Il te donne variable par variable maintenant. Il va te parler de la masse grasse, c'est-à-dire le pourcentage de graisse corporelle. Ici, voilà, il ne te donne pas juste le pourcentage de ta masse grasse, mais en parallèle, il va la comparer avec les normes à l'échelle internationale. Un athlète, il doit avoir comme ça. Ou bien une personne normale, il va avoir comme ça. Donc la masse grasse corporelle, pour un sujet de mon âge, de ma taille, de mon poids, etc., j'ai 12,7 à cette époque-là. La norme, voilà, la norme automatiquement, c'est entre 12, ça doit être entre 12 et 18. Donc moi, je suis dans les normes entre 12 et 18, et 12,7, il est dans l'intervalle entre 12 et 18. Donc ça te donne le pourcentage et aussi en kilogrammes. Voilà, moi, j'ai 10,7 kg de graisse au niveau de mon corps. Donc, selon l'analyse, je suis dans la situation, bien la zone optimale ou bien la zone normale. Donc ici, ça, c'est la masse grasse réelle. Ça, c'est le niveau normal. Donc, je suis dans le niveau parce qu'il y a une certaine comparaison. Donc, le logiciel de l'outil d'évaluation, il te compare avec la situation mondiale ou bien la situation de norme. Donc, il te donne aussi la masse maigre, de la masse maigre. La masse maigre, il y a la masse en dehors de la graisse. Quand il y a la graisse, donc, le masse graisse. Qui attaque le poids total. Pardon, je dois. Il te donne aussi l'eau totale au niveau de ton corps. Est-ce que tu es dans les normes ou bien non? Est-ce qu'il y a une forme de déshydratation? Et voilà, il te donne le métabolisme de base, ce qu'on appelle MB. Par exemple, dans ma situation en 2014, il y a votre métabolisme de base. Donc, quand on parle de métabolisme de base, je dépense par exemple, je dépense au repos, un NRS, 2220 kilocalories par jour. Un NRS, juste pour maintenir mon corps, pour maintenir la survie de mon corps. Alors, pour les dépenses énergétiques par kilogramme de poids, donc j'arrive à dépenser 26,4 kilocalories par kilogramme pour chaque kilogramme. Alors ici, il te donne une estimation, c'est-à-dire une idée approximative sur les besoins en énergie. Combien tu as besoin d'une énergie en cas d'activité physique. Et pendant les entraînements, on doit te préparer une alimentation qui doit satisfaire aux dépenses énergétiques. Par exemple ici, le métabolisme moyen estimé, c'est ce qu'on appelle BME, métabolisme moyen estimé. Je dépense en cas d'activité physique et sportive 3552 kilocalories par jour. Alors généralement, une fois que j'ai déterminé l'ensemble de ces variables-là, donc maintenant je serai capable de produire un programme alimentaire capable de répondre à l'ensemble des questions de l'athlète et aussi pour satisfaire ses besoins nutritionnels sans tomber dans le surentraînement, sans tomber sur le manque de récupération, sans tomber dans les blessures et aussi sans tomber dans les carences alimentaires qui peuvent poser des problèmes, soit à court terme, soit à long terme. Je reviens à mon document. Deux minutes, s'il vous plaît. Je dois revenir. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, j'ai l'ensemble des informations. Donc, maintenant, j'ai l'ensemble des informations. J'ai pu collecter l'ensemble des informations. Maintenant, je pourrais vous donner la recommandation. Mais sans faire tout l'ensemble de ces étapes-là, impossible. Il est quasiment impossible de donner la recommandation pour un sportif de haut niveau. Alors, si vous demandez à quelqu'un, voilà, qu'est-ce que je dois manger pendant l'effort, qu'est-ce que je dois faire après, qu'est-ce que je dois faire avant, etc. S'il te donne l'information, donc automatiquement, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de donner la recommandation. Alors, s'il te donne une information, ça va être quelque chose de général. Je vais pas dire que c'est un charlatan, mais ça va être quelque chose de général. Ça pourra te ramener quelques bénéfices et aussi ça pourra te ramener pas mal d'inconvénients. C'est pour cette raison, il faut se limiter sur les recommandations qui sont purement scientifiques, basées sur une approche scientifique, comme c'est ce que j'ai partagé avec vous. Alors ici, on va passer pour la troisième étape de la conférence, qui est l'optimisation de la performance sportive par la nutrition. Alors dans ce point-là, il y a pas mal de choses à dire.
mais c'est tellement difficile de résumer tout ça au niveau d'une heure ou bien 1h30, parce qu'il y a pas mal de choses. On doit parler des glucides, des lipides, des protéines, etc. Donc, il y a pas mal de nutriments, parce que si on prend, par exemple, juste de la vitamine D, ça pourra nous prendre une semaine. Parce que juste la vitamine D, ça pourra perturber tout un organisme, soit au niveau des fonctions vis-à-vis de l'entraînement, perturbation de système immunitaire pour l'athlète. À cela, l'athlète il est prédisposé pour développer des maladies virales, c'est-à-dire qu'il est prédisposé pour tomber malade par l'agression des bactéries ou bien des virus, etc. Pourquoi? Parce que s'il dépense plus d'énergie, et la sueur, il dépense plus de sels minéraux. Donc, s'il dépense plus de sels minéraux, on sait déjà que les sels minéraux et les vitamines, on les appelle les aliments productrices, ou bien l'ardiyya al-waqiya. Donc, il a l'insan naqsolih min al-jism ma ghayibqash qadir annahu yahmi raso en termes de système immunitaire. Alors, au niveau de l'optimisation, je vais revenir à ça. Donc, la nutrition, on a démontré que la nutrition a un impact direct sur la récupération. Et par la suite, si on diminue la durée de récupération, on va optimiser les entraînements et augmenter la performance. Mais généralement, quand on parle de la nutrition ou bien l'amélioration de la performance par la nutrition, pas en passant par la récupération, ce n'est pas le seul moyen. Donc, la nutrition pourra avoir un effet ergogénique. Donc, en se basant sur la nutrition, on pourra augmenter la performance directement au cours de la séance d'activité sportive et non pas juste par la récupération. C'est juste que j'ai choisi la récupération parce que c'est le sujet actuel pendant les dernières années au niveau des publications scientifiques, etc., soit en fonction de l'entraînement sportif ou bien au niveau des sciences du sport généralement, ou bien les sciences de nutrition. Alors, j'ai choisi de parler des glucides. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler des glucides? Je ne vais pas parler du glucide pour vous donner, par exemple, pour vous dire, voilà, il faut manger 100 grammes de pain ou bien il faut manger 200 grammes. Non, non, je vais vous faire une sorte d'éducation nutritionnelle. Donc, c'est à vous de faire les choix. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi des choses, mais c'est à vous de choisir les aliments. Comme ça, vous n'allez pas être bloqué. Est-ce qu'il nous a dit de manger 100 grammes du pain blanc ou bien du pain complet ou bien du riz blanc ou bien du riz brune? Donc, généralement, je vais essayer de vous donner quelques astuces pour expliquer quelques aspects. Alors, les glucides, le rôle, c'est de fournir une quantité d'énergie en fonction de l'activité physique, en fonction de l'exercice, en fonction de la charge, de l'intensité, de la durée, etc. Alors, la prise régulière d'un régime enrichi de glucides complexes. Alors maintenant, on doit expliquer ça dit quoi glucides complexes. Donc, les glucides complexes, vous les connaissez. La classification des glucides, on pourra se baser soit sur les glucides complexes ou bien les glucides simples. C'est-à-dire pour classifier les glucides, tout simplement les sucres, sucriyat, alors ce concept-là, il est un peu ancien. Donc, je vais démontrer pourquoi c'est ancien. Pourquoi c'est ancien? Parce que je vais expliquer, je dois parler de l'index glycémique. On va le revoir par la suite. Les glucides complexes. Alors, les glucides complexes, ce sont les glucides qui sont formés par plusieurs molécules de glucides simples qui sont reliés. Donc, pourquoi on les appelle glucides complexes? Et pourquoi tout le monde dit qu'ils sont bien pour la santé? Automatiquement, parce qu'ils sont complexes, donc leur digestion elle est tellement lente, donc par la suite, ils ne vont pas augmenter la glycémie de façon très rapide. Donc, c'est pour cette raison que ça va donner de l'énergie au fur et à mesure pendant les entraînements, de façon optimale pour que l'athlète puisse bénéficier de son entraînement et avoir le plein d'énergie tout au long de la séance d'exercice sportif, ou bien de l'entraînement, ou bien de la compétition. Alors, il faut toujours adapter le volume de son assiette à la dépense énergétique. Comme j'ai dit, il faut adapter la quantité de glucides en fonction des dépenses énergétiques et de l'objectif. Alors, si je n'ai pas fait d'évaluation de la composition corporelle, si je n'ai pas fait l'IMC, si je n'ai pas fait la détermination du métabolisme de base et le métabolisme moyen énergétique en activité, impossible d'adapter le volume des glucides en fonction de rien, parce que je n'aurai pas l'ensemble des informations sur lesquelles je vais me baser pour déterminer quelle quantité de glucides je dois manger. Donc, la première des choses, je dois déjà avoir au préalable la quantité, ou bien le métabolisme de base et le métabolisme en activité. Alors, ne pas contenir trop de glucides à index glycémique élevé. Ça, c'est la notion la plus importante aujourd'hui. Ou je حفظت parce que ça rime. Alors, ne pas contenir trop de glucides à index glycémique élevé. Donc, ça veut dire quoi index glycémique d'abord? L'index glycémique, c'est un index qui nous permet de classer les aliments en fonction le facteur tellement essentiel pour le sportif, qui est chaque aliment a un degré ou bien un effet sur l'augmentation de la glycémie au niveau du sang. C'est-à-dire, l'index glycémique,
هو القدرة على واحد l'aliment à augmenter la glycémie pardon, à augmenter la glycémie au niveau du sang. Les aliments qui ont un index glycémique élevé هما les aliments اللي فاش كتاكلهم كيطلعوا لك السكر في الدم دغيا بواحد السرعه خياليه. عندك 30 minutes السكر كيطلع مزيان في لو كور. وهذه هي l'erreur que tout le monde fait, que ça soit des athlètes ou bien des entraîneurs ou bien inconsciemment, parce que en pensant que le fait de manger quelque chose de sucré, trop sucré, ou bien une boisson énergétique, ou bien une boisson avec, je sais pas, ou bien des dates, ou bien ça va vous donner plus d'énergie pour faire une bonne performance pendant les entraînements, etc. Mais c'est tout à fait le contraire. Donc ici, on va tomber, si on ingère, on mange quelque chose qui a un index glycémique élevé, automatiquement, ça va nous causer un problème d'hypoglycémie réactionnelle. Ça dit quoi l'hypoglycémie réactionnelle? هو انخفاض نسبة السكر التفاعلي اللي هضرنا عليها في الأول ديال السيمينار. Alors هنا, j'ai un schéma. J'espère bien que vous n'aurez pas de problème pour me suivre. Alors ici, on a l'action de l'absorption du sucre rapide avant le départ du risque de l'hypoglycémie. Alors généralement, au niveau du corps, en état normal pour une personne normale, la glycémie elle est de l'ordre de 1 gramme par litre. Et la quantité du sucre ou bien de glucose au niveau du sang, ça doit rester 1 gramme par litre. Vous connaissez ça. Alors généralement, je vous mets au niveau de la courbe, la première courbe. Donc la première courbe, c'est impossible il n'y a pas un curseur pour… voilà. Donc, une fois la personne a ingéré, donc si vous arrivez à lire avec moi, effet de sucre à index glycémique IG veut dire index glycémique élevé ou de stress. Je vais expliquer ça par la suite. Donc, une fois l'athlète il a ingéré un sucre à index glycémique élevé, c'est-à-dire quelque chose qui a un index glycémique élevé, la quantité de glucose ou bien de glucides automatiquement a augmenté. يعني نسبة السكر في الدم طلعت من 1 ل 1.6 تقريبا. ولكن شوفوا معايا، après une brève période يعني مدة زمنية جد قصيرة هبطت لي النسبه ديال السكر ورجعت لي زيرو، ولكن ما حبستش لي ماشي زيرو، رجعت لي الاب 1 غرام بار لتر، ولكن ما حبستش لي في 1 غرام بار لتر كما خصها تحبس، ولكن هبطت لي حتى ل 0.3 غرام بار لتر. دونك تما ما وليتش في لا غليسيمي نورمال، وليت في ليبوغليسيمي رياكسيونيل. يعني الريزيرف اون غليكوجين اللي عندي في لو كور عامر حيت كليت البارح والبارح ايتترا، ولكن في الدم اوتوماتيكمون شنو عندي؟ في الدم عندي نسبه السكر هبطات. دونك هنا شنو غيطرا لك؟ اول حاجه il va être impacté. وسمحوا لي كنهضر بالعربيه باسكو قريت واحد السيد قال لي انا العراق. دونك اول حاجه كطرا، اول organe il va être impacté, c'est le cerveau. Donc une fois le cerveau ne va plus trouver assez de glucose pour fonctionner, il va limiter son travail et par la suite tu vas ressentir une sensation de somnolence, le hormone, la fatigue, تحس راسك كتفوه etc. عيان، manque de vigilance, manque d'activité etc. الوغ دابا عرفنا فوقاش كيطرا لنا ليبوغليسيمي رياكسيونيل، هي فاش كناكلوا شي حاجه فيها الاندكس غليسيميك بزاف. من بعد نعطيكم امثله ديال شنو هما الحوايج اللي فيهم الاندكس غليسيميك بزاف، ولكن خصنا نفهموا لا فيزيولوجي ديال الشوز. انا كنامن بلا فيزيولوجي، يعني شنو هي علاش هبط لنا السكر هنا. هبط لنا السكر هنا باسكو فاش كليتي ديك الحاجه اندكس غليسيميك مرتفعه، لا ديجيستيون الي رابيد، il a fait passer à travers l'intestin. Il a fait passer à travers l'intestin grêle une quantité énorme de glucose vers le sang. Donc la concentration s'est élevée rapidement. Ceci a excité une glande que vous connaissez, il y a le pancréas. Donc, le pancréas a été excité et il a commencé à sécréter l'insuline. Donc, l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone protéique dans le rôle de quoi? Dans le rôle d'aller ramasser l'ensemble du surplus de sucre et le stocker. Donc, l'insuline, شنو دار؟ جمع لنا السكر كامل الجلوكوز كامل اللي كان عندنا في الدم ومشى عاوتاني خزنوه. دونك شنو كيطرا au niveau cellulaire؟ دونك ما كيبقاش عندنا دو glucose واجد pour une période de temps. Le glucogène il doit être dégradé, etc. Ça pourra prendre 30 à 40 à 1 heure. Donc, dès que la sensation de fatigue, elle est due à cause de l'insuline qui a collecté l'ensemble de sucre ou bien l'ensemble des glucoses pour aller les stocker parce que هو هكا كيخدم. إلا طلع السكر بزاف خصو يعاود يردو للحالة العادية parce que le corps travaille selon un principe d'homéostasie, c'est-à-dire il doit revenir à l'état d'équilibre. Alors, ça, c'est l'index glycémique. Donc, la première des choses, il faut éviter, surtout avant les entraînements, il faut éviter de manger ou bien de boire certaines substances à index glycémique élevé. Pardon. Alors maintenant, vous arrivez à comprendre ça veut dire quoi index glycémique. Donc, ne pas contenir trop de glucides à index glycémique qui favorise la mise en réserve des tissus adipeux. Ou le deuxième problème, si je mange des aliments à index glycémique élevé, donc le taux de sucre, il va être stocké, supposons que le foie
Et le muscle, il est sursaturé par le glucose. Il est sursaturé par le glucose. Ça fait amro. Donc, le corps, il va jamais rejeter quelque chose qui contient de l'énergie. Et le glucose, il ne va pas être rejeté. Il va être stocké. La deuxième forme de stockage la plus sollicitée par le corps, c'est sous forme de tissu adipeux, et sous forme de lipides, sous forme de triglycérides, shma. Ou le shma, le stock shma, il est illimité. C'est pour ça que tu es vraiment incontrôlable. Tu es vraiment très obèse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des limites pour le stockage de lipides. Alors, les aliments à index glycémique élevé, ils ont deux inconvénients. Le premier, on voit qu'il y a l'hypoglycémie réactionnelle. Deuxième chose, il favorise le stockage de graisse. Et aussi, il abaisse la densité nutritionnelle de la ration. Ça veut dire quoi la densité nutritionnelle? Donc, il y a trois concepts les conférence. Les glucides complexes, ça veut dire quoi? L'index glycémique, ça veut dire quoi? L'hypoglycémie réactionnelle, ça veut dire quoi? Et la densité nutritionnelle de la ration. Alors, Anna, je vous demande par exemple de manger quelque chose de sucré pour recharger tes réserves glucidiques, pour recharger tes muscles, etc. انت نقدر ناكل مثلا ميلفeuille, on ناكل des bonbons, حتى هما عامرين بالسكر, il n'y a aucun problème. Index glycémique élevé. Donc le problème شنو هو؟ dès que l'aliment que tu as mangé, même s'il contient une grande quantité de glucides et de sucre, que ce soit rapide ou bien index glycémique élevé, la densité nutritionnelle de cet aliment-là, elle est très faible. Ça dit quoi la densité? Alors, je vous donne par exemple voilà. Je vous donne deux exemples. On a des aliments à haute densité nutritionnelle ou on a des aliments à faible densité nutritionnelle. Quand l'aliment, il contient des glucides. وحتى هذا l'aliment il contient du glucide بجوجهم مزيانين ولكن هذا حسن علاش il contient du glucide et il contient des minéraux, il contient des éléments, il contient des vitamines, etc. بحال les produits céréaliers, بحال l'avoine, بحال le pain complet, بحال le riz brun, certains produits laitiers, les œufs, le poisson, etc. Ils ont une densité nutrition très élevée. Ils te donnent des glucides, ils te donnent une valeur nutritionnelle, mais en parallèle, ils te donnent d'autres micro-éléments, d'autres nutriments qui vont t'aider à bien digérer et bien utiliser l'alimentation ou bien tes glucides, etc. Alors, pour les aliments à densité nutritionnelle faible, ce sont les aliments qui ne contiennent que des glucides, par exemple, comme une boisson gazeuse. Monada shortiha, quelque chose, chips, gâteaux, viennoiseries, sucreries, font que des glucides et la qualité nutritionnelle est vraiment très basse. Donc, pour les choix alimentaires, il faut aller quoi? Il faut aller dans les choix de l'index glycémique qui est très bas, il y a les aliments à index glycémique bas, et aussi choisir des aliments qui ont une densité nutritionnelle plus élevée, comme les œufs, les poissons, les légumineuses, les produits céréaliers. Quand on parle de céréaliers, de préférence les produits à céréales complets, et éviter tout aliment qui a une densité nutritionnelle très faible. Ou la densité nutritionnelle très faible, on l'attribue aux aliments qui ont une quantité, ou bien des aliments qui nous donnent une quantité de calories vraiment très élevée, avec un minimum de qualité nutritionnelle. Il te donne par exemple 1000 kilocalories dans un seul repas, mais il ne te donne pas de vitamines, il ne te donne pas d'oligo-éléments, il ne te donne pas de micro-éléments de façon globale. Ça, c'est pour la densité nutritionnelle. Et si je vous ai résumé un tableau sur l'index glycémique pour faire la différence entre un aliment à index glycémique bas et un aliment à index glycémique faible. Les aliments à index glycémique bas, ce sont les aliments qui ne font pas augmenter la glycémie rapidement et par la suite, ils te donnent de l'énergie de façon optimale et c'est bien pour la santé de la vie. Les index glycémiques ou bien les aliments à index glycémique très élevé, ce sont les aliments qui donnent de l'énergie de façon, donc qui te donnent des informations beaucoup plus, c'est pas des informations, pardon, j'étais perturbé par un message d'un entraîneur. Donc généralement, les aliments à index glycémique très élevé, ce sont les aliments qui te donnent plus, dont la digestion est plus rapide et augmente la glycémie de façon plus rapide et par la suite, ça va te donner la somnolence, hypoglycémie réactionnée, ça va bloquer ton activité physique, etc. Et par la suite, la performance. Alors, généralement, ici, j'ai essayé de faire la différence parce que quand on a parlé de glucides simples et glucides complexes, je vous ai dit que le fait de se baser sur cette information-là, cette information concernant les glucides simples, ils sont bien pour la santé, ils ne sont pas bien pour la santé, les glucides complexes, ils sont bien pour la santé. Vous entendez parler toujours de ça. Ça, c'est l'ancienne approche nutritionnelle.
parce qu'on pourra trouver un glucide simple, on pourra trouver un glucide simple, يعني سكر بسيط وعنده اندكس glycémique très bas, يعني il est bien pour la santé. ما كيطلعش فيه نسبه السكر في الدم بزاف وسا دون دو لينيرجي دو فاسون اوبتيمال. بحالاش؟ بحال لو فريكتوز، ها هو كيبان لتحت هنا. Arrivez à voir s'il vous plaît. Donc le fructose. Donc le fructose automatiquement عنده un index glycémique de 20. وحنا اكبر اندكس glycémique هو 100. هو اللي كنعطيوه لو glucose. حيت اصلا حنا l'index glycémique c'est en fonction du glucose au niveau du sang. Donc 20 par rapport à 100, donc automatiquement il est tellement faible. Même si le fructose هو السكر الفواكه، هو le sucre des fruits. Même c'est un sucre simple, mais il a un index glycémique très faible. Alors c'est bénéfique pour la santé de l'athlète. Alors, je vous donne par exemple un autre exemple. Ici est le pain blanc. Le pain blanc, le khobz l'abiyad, il est formé par l'amidon, par des glucides complexes. Oui, mais il a un index glycémique plus élevé, 72%. C'est pour cette raison, si l'athlète ou bien une personne mange du pain blanc, il aura deux conséquences. La première, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. La deuxième chose, il y a le stockage de graisse en cas d'excès de pain blanc. Alors, le pain complet, que tout le monde aime dire que le pain complet, il est tellement bien, le pain complet aussi, il présente un index glycémique plus ou moins élevé. On pourra dire que c'est moyen, mais plus élevé, donc parce qu'on parle de 65%. C'est pour cette raison, pour un athlète, son alimentation, surtout les repas qui vont être avant la compétition ou bien les repas avant les entraînements, ils doivent contenir des index ou bien des aliments à index glycémique très faible, comme les pâtes complètes. Quand on parle des pâtes complètes, comme les oranges, les pommes, les pois chiches, les lentilles, fructose, germes de soja, etc. Tout ça a un index glycémique très, très, très faible. Alors, il y a le dernier aspect que je compte parler. Par exemple, si on prend les carottes, rizo, khadar, il a un index glycémique très faible. Donc, il est bien pour la santé, riche en vitamine A, en micronutriments, en zinc, etc. ولكن le carotte, pardon. Voilà. Si on prend les carottes cuites, et je dis le rizo طيبناه ولا طيبناه n'importe quelle méthode, qui ont un index glycémique de 92%. 92. Donc l'index glycémique يرتفع. يعني الحاجه اللي خصكم تفهموا هي ان l'index glycémique il pourra changer selon le mode de cuisson. On a des aliments qui ont un index glycémique faible et la tabo qui ont un index glycémique très élevé. C'est pour ça pour un diabétique par exemple, le diabétique هو اكبر واحد كيحل راسو من لا غليسيمي حيت الا طلع له لا غليسيمي غيعمى ولا غيمرض ايتترا. دونك يقد ياكل خيزو خضر ولكن ما يقدش ياخذ الجزر طايب حيت كيطلع له نسبه ديال السكر في الدم. Je m'excuse parce que je me suis trop s'attarder ici, mais c'est juste pour vous donner le maximum d'informations pour effectuer vos choix alimentaires. C'est à vous de choisir les aliments sans vous poser la question qu'est-ce qu'on doit manger avant la compétition, ou bien chercher sur Internet pour ne pas tomber dans le problème d'information juste comme ça qui n'a rien à voir avec la science. Alors la conclusion pour les glucides. Alors si on fait les bons choix glucidiques, si l'athlète arrive à faire les bons choix glucidiques, j'ai choisi les bons aliments glucidiques pour me donner de l'énergie. Donc, ceci va me permettre de recharger les réserves, tout simplement. Quand on parle de réserve, on a deux types de réserves. On a des réserves hépatiques ou on a des réserves musculaires. Donc, il y a qui alors, si je recharge mes réserves, je vais passer pour éviter un problème énorme qui est de deux types. On a l'hypoglycémie normale parce que si je fais un effort prolongé de 3 heures, donc il y a un risque de déplétion des réserves énergétiques. C'est-à-dire que je pourrais finir et consommer mes réserves énergétiques. Là, je vais tomber dans ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Donc, le corps pour chercher les autres ressources comme les protéines et les lipides. Ou bien l'hypoglycémie réactionnelle. Maintenant, je crois que vous êtes devenus des experts en la matière. Ça veut dire que vous connaissez maintenant, ça veut dire quoi l'hypoglycémie réactionnelle. Alors, si j'évite ça, automatiquement, la récupération, il va être rapide. Parce que la récupération, si j'arrive à récupérer rapidement, ça pourra arriver à ça parce que quand on parle de concentration dans la période pré-compétitive, on pourra s'entraîner 2 à 3 fois par jour, surtout pour les sportifs de haut niveau. Donc, on pourra dépenser. Donc on pourra dépenser tout le réserve énergétique. Et par la suite, on va trouver
on va se trouver face à une hypoglycémie et par la suite, la récupération, il va augmenter. Donc, on aura besoin de plus de temps pour récupérer. Donc, si on arrive à optimiser la récupération par l'intermédiaire de la recharge glucidique, officiellement, on va arriver à ce qu'on appelle l'optimisation de la performance, juste en ce qui concerne le glucide. Les lipides, protéines, je n'ai pas assez de temps pour parler de tout ça. Donc, peut-être on va se revoir dans d'autres conférences pour en parler. Alors, ici, il y a le deuxième problème. Vous vous rappelez, en début de conférence, je vous ai parlé qu'il y a deux types de problèmes. Il y a un problème lié à l'énergie, il y a un problème lié à l'accumulation des déchets, le stress oxydant, etc. Je vous ai déjà dit que je vais revenir à ça pour mieux expliquer ça. Alors, on va parler de l'équilibre acido-base. Donc, le corps humain, pour qu'il fonctionne de façon optimale. Donc, le pH, الحمضية ديال الجسم ديالنا خصها تكون محايدة. خصها تكون محايد يعني الجسم خصو يكون محايد باش les échanges gazeux qui sont de façon normale entre les cellules, la dégradation cellulaire, l'oxydation, etc. Donc tout ça, ça marche de façon très, très optimale. Alors, quand je fais du sport, quand je m'entraîne, surtout dans le cas du badminton, donc le badminton, c'est un sport à dominance peut-être aérobie, intermittent, etc. Mais il y a des fois, pendant les entraînements, on peut arriver à travailler dans des filières anaérobies. La filière anaérobie est couplée par la libération d'un acide lactique, ou bien ce que vous appelez, ou bien ce que les gens appellent déchet, mais généralement, ce n'est pas un déchet, c'est un substrat énergétique automatiquement qui va être réutilisé après. Donc, l'acide lactique, automatiquement, il augmente l'acidité et perturbe l'équilibre au niveau musculaire, l'équilibre au niveau microlytique, des microlytes, c'est-à-dire l'équilibre au niveau des micronutriments, au niveau du sodium, du potassium, etc. Donc, une fois l'équilibre est perturbé, c'est-à-dire le corps n'est pas dans le cas normal. Donc, la contraction, il va être bloquée et par la suite, les entraînements ils vont devenir de plus en plus difficiles. Ça, c'est la première cause de l'acidité. La deuxième cause de l'acidité, il y a l'acidité causée par l'alimentation. Où ça, vous allez voir des informations qui sont vraiment d'actualité. C'est des informations que j'ai enseignées cette année à l'Institut Royal de formation des cadres avec mes étudiants. Donc, généralement, c'est en relation avec le maintien de l'équilibre acido-base au niveau du corps. Alors, lors de la digestion de certains aliments, certains aliments, ils génèrent des résidus qui ont pour effet d'acidifier et de basifier l'organisme. Il y a des aliments, quand on les digère, ils peuvent libérer certaines molécules qui peuvent soit rendre le corps acide ou bien rendre le corps basique. Donc, dans tous les cas, le corps ne va pas travailler de façon normale. Alors, si le corps il devient acide après l'entraînement, et aussi après l'entraînement, je commence à manger des aliments qui vont augmenter l'acidité, ça va nuire exactement et dangereusement à la qualité de vie de l'athlète et aussi pour la récupération. C'est pour cette raison qu'on va parler de deux catégories d'aliments. Juste أنواع الأغذية. عندنا أغذية حمضية وعندنا أغذية قاعدية qu'on appelle les aliments acidifiants et les aliments alcalinisants. هنا كنهضروا بحال اللي كنديروا تجربه كيميائيه. إلا ترينيتي إلا درتي التدريب ديالك في لا فاز انيروبي وكانت عندك لاسيديتي, automatiquement, avant de parler de régénérer les réserves énergétiques, on doit régler le problème d'acidité après l'entraînement pour faciliter et accélérer la récupération. Donc, qu'est-ce que je dois manger? Je dois manger des aliments alcalinisants, des aliments basiques. Basique, مع l'acide, parce qu'il travaille tout simplement. Donc, le corps يرجع à l'état normal. Alors, il a pris les aliments acides ou traîner dans l'acidité. Donc, l'acidité, il va augmenter au niveau du corps. Là, on va parler d'un syndrome, d'un problème majeur au niveau du corps de l'athlète. C'est ce qu'on appelle un état d'acidose métabolique latent. AML, acidose métabolique latent. Acidose métabolique latent. L'acidose, ça vient de l'acide, c'est-à-dire augmentation de l'acide. Métabolique, parce que cette acidité, elle vient de l'ensemble des réactions métaboliques. La réaction métabolique, c'est la réaction de production d'énergie ou dégradation des aliments. Alors, l'état d'acidose métabolique latente suscite dans l'organisme des mécanismes compensatoires. Donc, le corps, كما كتعرفوا نتوما كتكون جالس كتمشي للبحر كتعوم, فاش كتدخل الماء المره الاولى كيجيك بارد, واحد شويه كتحس براسك ما بقاش بارد, صافي tu t'es adapté. Donc, c'est la théorie d'adaptation, c'est l'homéostasie. Donc, le corps, il a mobilisé certains mécanismes باش يعاود يقاد la température باش حتى تولي تحس براسك مزيان. Donc, même pour l'acidité, بلا انت ما دير l'effort, بلا ما تمشي تاكل حتى شي حاجه, le corps il va commencer à faire l'effort pour revenir à l'état d'équilibre.
Alors, pour revenir à l'état d'équilibre, parce que l'acidité, on parle de micronutriments, on parle de sodium, de chlore, etc. Ionettes, des ions qui ont perturbé l'acidité. Le corps, je peux le dire, je vais les ions au niveau du corps. Pourquoi? Pour compenser l'acidité et pour régler le problème d'acidité. Le corps, il est macritique, qui les os, parce que les os, ils sont formés par des substances minérales, le calcium, etc. Qui les acides aminés, les protéines musculaires. Donc, il va dégrader tes muscles. Donc, tu vas tomber dans ce qu'on appelle l'hypotrophie, donc c'est la masse musculaire. Pour tamponner l'acidité et maintenir l'homéostasie. Donc, باش ما نخليوش لو كور فرصه لو كور يمشي يجبد لنا les nutriments من l'os et les nutriments les acides aminés, automatiquement on doit lui fournir un repas équilibré après l'entraînement. Pourquoi? Parce que si le corps continue à prendre les minéraux de l'os et des acides aminés des muscles, etc., ceci pourra causer des problèmes à long terme ou bien à court terme et le développement de certaines blessures très connues à l'échelle sportive. C'est-à-dire, il pourra être l'objectif ou bien la cause des tendinites, de l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que le corps, il va prendre les nutriments, il va prendre le calcium, par exemple, pour tamponner, pour rendre le milieu alcalin, il va prendre le calcium des os. Donc, la densité de la donc tu vas entrer à long terme dans l'ostéoporose ou bien l'hypertension. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en considération. J'espère bien que vous avez pu comprendre ça, du coup, l'état d'acidose métabolique latente qui pourra toucher l'athlète. Alors, comment on peut régler ça? Comment on pourra régler ça? On pourra régler ça, bien évidemment, par l'intermédiaire de l'alimentation. Donc, on pourra manger des aliments qui sont basiques, qui vont alcaliniser le corps et par la suite produire des micronutriments pour aller effectuer les équilibres. Alors, on a ici l'indice que je compte partager avec vous. J'espère bien que vous êtes en train de prendre des notes. C'est un indice qu'on appelle PRAL, c'est Potential Renal Acid Load. C'est le tableau qui fait le classement des aliments les plus acides ou les moins acides. كما كنقول لكم انا اليوم ما نقولكش شنو تاكل انت غتختار شنو تاكل راسك selon هاد l'ensemble des informations dont on a cité aujourd'hui. Alors, les aliments alcalinisants, on met les aliments basiques, on met les aliments que je dois manger après une séance pour diminuer l'acidité. Donc, contiennent des précurseurs de bicarbonate, potassium et magnésium. Donc, on pourra solliciter et faire appel à des aliments qui contiennent de la bicarbonate. Ou la bicarbonate, on la trouve dans les eaux minérales. Voilà, je vais donner quelques exemples. On pourra utiliser aussi les aliments qui sont riches en potassium, magnésium, comme une banane, etc. Ou bien même des suppléments alimentaires ou bien des compléments alimentaires à base de potassium ou bien de magnésium. Donc, ou bien on utilise juste l'eau riche en bicarbonate. Alors, ce que tout le monde fait après une séance de sport, le premier repas qu'on appelle le post-workout meal, en anglais, le repas après effort, on cherche à manger quelque chose qui est riche en glucides et quelque chose qui est riche en protéines, comme ça pour régénérer rapidement le muscle et aussi pour régénérer les muscles et aussi pour régénérer la quantité perdue de glucides au niveau du corps. Mais généralement, ce qu'il faut faire, la première des choses, il faut chercher quelque chose pour basifier le corps, c'est-à-dire diminuer l'acidité. Pour diminuer l'acidité, il faut manger quelque chose de vert. C'est-à-dire il faut manger les fruits, quelque chose de vert, riche en fibres, etc. Parce que quand on va voir, par exemple, ici, voilà, ça c'est l'échelle. Donc, si vous arrivez à zoomer, vous allez trouver qu'il y a des valeurs en dessous de la courbe et des valeurs en haut de la courbe. Donc, ici, on a l'acidité et des aliments acides entre 13 à 33. Donc, l'aliment le plus acide, c'est le fromage. Donc, il faut éviter les fromages après la séance parce qu'ils sont très acides. Donc, par la suite, ils vont perturber le corps et vont augmenter l'acidité du corps. Deuxième, c'est les viandes et les poissons. Il faut éviter directement après la séance de manger les viandes et les poissons. Il faut attendre une période. Donc, il faut régler le problème d'acidité après 1h45 minutes ou bien de préférence 1 heure. Si tu as déjà mangé après directement la séance, quelque chose qui va alcaliniser le corps, après 1 heure, tu pourras manger un repas qui contient par exemple des poissons, etc. On a les céréales légumineuses, donc automatiquement ils sont bien, ils ne sont pas très acidifiants. Et on a le lait et le yaourt. Quand on parle du lait 0%, le lait qui ne contient pas assez de graisse et aussi le yaourt maigre. Alors, je vous mets
les aliments qui ne sont pas vraiment très acides, qui sont sollicités et dont toute personne, tout athlète, il doit les consommer juste avant la séance. C'est les fruits et les légumes. Ici, on a un résumé. Donc, les aliments qui sont très acides, ce sont les produits laitiers, les œufs, les viandes aussi, les poissons. Les aliments moyennement acides, c'est les céréales, les légumineuses. Quand on parle de légumineuses, on parle de comme عارفين اللوبيا الحمص العدس etc. Mais le choix optimal juste après la séance, c'est les fruits et les légumes. Alors quand on parle d'acidité, راه ما كاينش علاقه ما بين لو غو ديال l'aliment et les acides. راه نقد ناكل الحامض نقد نعصرو ونشربو مع الماء طون كو جو ابري لونترينمون ياك هو حامض لو غو ديالو لي اسيد ولكن ليفي ديالو الي بازيك. Donc normalement il faut pas confondre entre le goût, et l'effet au niveau du corps. Donc c'est pour cette raison la meilleure chose à faire après la séance d'entraînement, c'est opter pour manger quelque chose, un fruit, par exemple des pommes. Des pommes, elles sont tellement riches en antioxydants et aussi ce sont des aliments basifiants. Manger des épinards, manger de laitue, le khas, etc. Et il est bien du concombre. Il basifie le corps de façon très rapide. Dans 20 minutes à 30 minutes, ça pourra rendre le corps à l'état d'équilibre. Après une heure, on pourra opter pour une source de protéines comme les œufs, la viande. De préférence, il faut éviter la viande rouge parce qu'il est tellement acide. On pourra opter pour la viande blanche, c'est-à-dire les volailles, etc., la dinde, etc. Alors, et finalement, on va parler de l'eau. Donc, l'eau, elle intervient aussi dans le fait de basifier le corps. Donc, l'eau, ici, je vous ai ramené une comparaison entre les bouteilles d'eau minérale au niveau de notre pays. Donc, une comparaison entre l'Insais, c'est des Harazm, c'est des Hli ou le Mas. Donc, comment choisir la meilleure eau, la meilleure bouteille pour une meilleure récupération? On a parlé des bicarbonates. Donc, les bicarbonates, ce sont des substances chimiques automatiquement capables d'aider le corps à basifier le corps. C'est pour cette raison qu'il faut opter pour les eaux qui contiennent une quantité beaucoup plus élevée en bicarbonate. Et ici, comme vous voyez, la bouteille qui contient la plus grande quantité de bicarbonate, c'est l'eau d'Ouelmès. Je ne fais pas de publicité, mais ça, c'est un article publié par des néphrologues, des spécialistes en néphrologie, Amra Al-Kili, etc., dont j'ai collaboré. Donc, et je partage avec vous les informations. Je ne vous encourage pas à manger. Donc, je ne vous encourage pas à manger ou bien à boire quelque chose de précis selon une marque, mais généralement, c'est une présentation pour faire la différence, pour avoir une idée. C'est comme un exemple pour mieux choisir vos bouteilles d'eau. Alors, au niveau, ما نكذبش عليكم ما يمكنش نديروا la publicité pour une marque donnée ou bien je sais pas. Donc j'essaie de vous donner un ensemble d'informations, comme ça vous aurez l'ensemble des informations pour faire vos choix alimentaires selon vos spécificités. Alors, quelqu'un m'a écrit, attention, la loi 2201, je crois. Alors, ce qu'il faut prendre en considération. Donc, je crois que c'est la dernière partie. Voilà, ouf. Donc, la dernière partie, donc quelques conseils en relation avec l'eau. Donc, ne jamais prendre. Il faut ne jamais perdre du temps dans la réhydratation, c'est-à-dire il faut boire avant l'entraînement, il faut boire au cours d'entraînement, il faut boire après l'entraînement. Il ne faut pas arrêter de boire en prenant des gourgettes. Parce que au niveau de la pratique sportive, je dois boire, mais je dois prendre et je remettre. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple une grande quantité, ça va nuire à la digestion et par la suite, ça va donner des malaises gastriques. Les malaises gastriques, ça pourra s'appeler le halqa, etc. Donc, va solliciter la montée du sucre gastrique, ce qui va gêner l'athlète, etc. Donc, la prise de l'eau, il doit être fractionné au cours de la séance. Alors, il y a une information là, donc il faut saler raisonnablement ces aliments car le sodium permet de fixer l'eau dans l'organisme. Alors, pour une personne qui fait d'activité physique, surtout en cas de forte chaleur, qui est je crois c'est à 30 degrés. Donc, si on fait du sport ou bien on s'entraîne dans de températures beaucoup plus élevées, ceci va induire l'augmentation de la sueur. Donc, par la suite, on va perdre plus d'eau. Donc, c'est pour cette raison on doit trouver un moyen pour pousser le corps à minimiser les dépenses en eau. Et par la suite, on peut rajouter au niveau de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, elle aide l'organisme à capter
ou bien à fixer l'eau au niveau du corps et non pas et non pas le laisser pour sortir avec la sudation. De un. De deux, pas la peine de rajouter du sel au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire un sel de plus dans l'alimentation. Pourquoi? Parce que généralement, il y a ce qu'on appelle le sel caché. Il y a certains aliments, soit en boîte de conserve, etc., ou bien certains aliments de façon générale, et il y a une très grande quantité de sel qui est, je l'appelle caché, mais ça ne veut pas dire que c'est illégal. Caché parce qu'on ne ressent pas le goût salé, parce qu'il est caché par d'autres molécules, etc., par des trucs sucrés, citronnés, etc. Donc, il ne faut pas trop en abuser l'utilisation bien le sel. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, ça pourra vous aider pour gagner du poids et par la suite, ça va gêner votre poids de composition. Alors, il y a ici danger d'hyponatrémie. Il y a des gens qui choisissent, ou bien des athlètes pour diminuer le poids, ils décident d'arrêter la consommation du sel. Pourquoi? Parce que le sel, ils sont conscients que le sel fait la rétention d'eau au niveau du corps. Donc, pour diminuer le poids rapidement, il évite le sel. Donc, si tu évites le sel, mon ami, donc automatiquement, tu risques de tomber dans ce qu'on appelle l'hyponatrémie. C'est quand la pression osmolaire diminue en dessous de 103 millimoles par litre. Et par la suite, vertige, etc., où tu vas perturber les équilibres au niveau du corps. Parce que quand on parle du sel, le sel de table chimiquement, ou NaCl, ou Na, ou le sodium, il joue un rôle extrêmement important dans les équilibres, les échanges entre les cellules, entre la production d'énergie, le passage des nutriments, du glucose, des acides amines, de n'importe quelle molécule ou bien nutriment à travers une membrane cytoplasmique. C'est pour cette raison, l'hyponatrémie, il faut l'éviter par le fait de garder une quantité de sel optimale pour satisfaire les besoins en termes d'hydratation. La dernière chose, ne pas trop boire en cours des repas pour ne pas perturber la digestion. Il y a des gens qui, au cours de repas, ils sont en train de manger le repas et ils commencent à boire de l'eau. Donc, alors, je ne vais pas parler juste de l'eau, mais je vais parler des liquides. Il faut absolument éviter de boire n'importe quelle boisson, soit du thé, soit, je ne sais pas, du lait, boisson gazeuse, les sportifs, ou bien de l'eau. Parce que quand on commence à manger, automatiquement, il y a l'estomac qui se prépare pour digérer et commence à sécréter des enzymes, ce qu'on appelle le suc gastrique. Donc, c'est un acide qui aide l'estomac à digérer. Quand tu commences à donner ou bien à boire, donc l'eau, elle va alcaliniser, c'est-à-dire elle va diminuer cette acidité, donc ça va ralentir la digestion, ou bien tout simplement ça va te donner des gaz parce qu'il y a une sorte de fermentation, et par la suite, même si tu as mangé, le corps ne va pas pouvoir utiliser l'ensemble de ces nutriments-là parce que la digestion n'était pas faite comme il faut. J'espère bien que j'ai pu vous rajouter quelque chose de nouveau, et je vous souhaite, je vous dis merci pour votre patience. Merci à vous tous.